bonjour à toutes et à tous et merci pour votre participation à notre webinaire de ce jour. Je suis Anne-Marie Salvador, donc responsable marketing du pôle finance chez Fiducial et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à l'investissement en SCPI. Donc avant de rentrer plus dans le détail, je vais, et de laisser nos intervenants partager leur expérience, je vous apporte quelques points pratiques pour que vous puissiez profiter pleinement de ce webinaire. Donc première indication, vous pouvez poser toutes vos questions via l'onglet Q&R qui est accessible lorsque vous passez votre souris sur le bord de votre écran. Donc n'hésitez pas, nos experts se feront un plaisir d'y répondre. Et puis, deuxième information, à l'issue de ce webinaire, vous recevrez un mail de suivi contenant le replay ainsi que nos coordonnées si vous souhaitez aller plus loin. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Philippe Migignac, directeur des partenariats au sein de Fiducial Gérance, et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci Anne-Marie. Bonjour, donc je me présente Philippe Migignac, je suis effectivement directeur des partenariats chez Fiducial Gérance. Nous avons voulu en ce début d'année lancer une série de webinaires afin de faire connaître au plus grand monde les différents métiers de la SCPI. La SCPI, qu'est-ce que c'est? La SCPI, ce sont les sociétés civiles de placement immobilier. Cela permet la mutualisation de souscriptions pour acquérir un grand nombre d'immeubles occupés par différents locataires. C'est le moyen d'investir dans l'immobilier sans avoir à le gérer pour disposer d'un capital et pour disposer aussi de revenus complémentaires, soit immédiatement, soit dans un objectif de préparation à la retraite. Trop souvent, les SCPI sont présentés comme des produits financiers, alors que les SCPI, ça gère avant tout de l'immobilier, avec des locataires, avec des travaux d'entretien, des travaux d'investissement, des achats d'immeubles et des ventes d'immeubles que l'on appelle des arbitrages. Aujourd'hui, vous êtes plus de 300 personnes qui sont inscrites à ce webinaire et nous vous en remercions. Vous êtes associés, investisseurs, conseillers en gestion de patrimoine et en tout cas tous curieux, j'imagine, de découvrir notre épisode 1 des dessous de la SCPI, comment sélectionner les actifs immobiliers. Pour nous accompagner aujourd'hui, François Dupuis, qui est directeur des investissements et des arbitrages chez Fiducial Gérance, et qui a invité Julien Strinati, qui est directeur Capital Market chez Gouni et Starclay, et qui travaille régulièrement avec nous dans la recherche des actifs immobiliers. Julien, bonjour. Donc, pour débuter ce webinaire, vous ferez un rapide point marché avec un focus spécifique sur l'immobilier commercial, car effectivement, Fiducial Gérance est un acteur historique de ce secteur d'activité et qui, par ses choix d'investissement à travers toutes ces années et par sa gestion de proximité et ses choix de locataires, a permis encore en 2024 de délivrer des performances en hausse à tous nos associés. Je vous propose ensuite, Julien François, d'échanger tous les deux pour nous expliquer le processus de sélection des actifs immobiliers. Julien, je vous laisse la parole. Bonjour, merci Philippe pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi en fait de pouvoir partager un petit peu de mon expérience et également des échanges que nous pouvons avoir avec Fiducial. Je me présente très rapidement, Julien Strinati, je travaille donc dans le pôle investissement d'une société qu'on peut qualifier de boutique spécialisée en immobilier commercial. Nous allons travailler à la fois sur des sujets d'investissement, sur des sujets d'arbitrage, de gestion et également de commercialisation. Aujourd'hui, en fait, j'ai une présentation donc à vous partager où nous allons pouvoir voir ensemble comment en fait le marché immobilier et d'investissement en immobilier d'entreprise s'est comporté au cours de l'année 2024 et quelles perspectives nous pouvons attendre en 2025. Donc à droite, vous avez une courbe en fait qui vous présente avec différentes couleurs chaque volume investi en immobilier d'entreprise au cours des différentes années, en l'occurrence les 5 dernières années. Au cours de l'année 2024, environ 12 milliards d'euros d'actifs d'immobilier d'entreprise, c'est-à-dire, je mets de côté la partie logement en l'occurrence, se sont transactés, qui est un volume qui est stable en l'occurrence par rapport à l'année 2023, mais qui par rapport à la moyenne historique est en recul compte tenu d'un contexte économique général qui impacte le marché. Toutefois,
on peut arriver en détaillant, selon les différentes typologies d'immeubles qui peuvent se transacter au sein d'immobilier d'entreprise, faire ressortir des faits intéressants. En l'occurrence, si on compare 2024 à 2019, on observe en réalité que le marché des bureaux, qui est le marché principal chaque année en fait en termes de volume investi, est passé de 65% des volumes investis en 2019 à 40% en 2024. En réalité, on constate que selon les 4 typologies que je vous ai détaillées ici, donc le bureau, la logistique, donc ce qu'on peut qualifier d'entrepôt, l'hôtellerie et les commerces, en réalité, on arrive à mieux hiérarchiser et à mieux équilibrer les pourcentages en fait qui se sont transactés au sein de ces 4 typologies. En l'occurrence, on va parler spécifiquement du commerce. Commerce, c'était ce qu'on peut qualifier une bonne année, puisque en fait, en 2019, on était à un quart des volumes investis, alors qu'en fait, en 2024, on est à 20%. Donc finalement, on a une forme de stabilité dans ce marché. Au sein de ce marché, je vous ai en bas de page en fait mentionné quelques visuels en fait pour vous expliquer les différentes grandes typologies qu'on peut mettre au sein en fait de ce qu'on appelle l'immobilier commercial. Donc à gauche, vous avez l'image en fait de quelque chose qui vous parle à tous, un supermarché dans un centre-ville de proximité. Au milieu, vous avez un plus gros équipement, en l'occurrence un centre commercial. Et à droite, c'est un actif qu'on qualifie de retail park. Donc, c'est un parc de commerce à ciel ouvert qu'on voit très souvent en périphérie de ville, que ce soit en Île-de-France ou en région. En l'occurrence, ce marché de la périphérie a représenté la moitié des volumes investis au sein même des commerces qui se sont transactés en 2024. La périphérie, en fait, c'est un secteur où il faut bien comprendre que 75% des habitants en France vivent en périphérie des grandes villes. Donc, c'est un équipement attractif, intéressant, où les enseignes, encore aujourd'hui, continuent à se développer. C'est donc un facteur, pour moi, d'acquisition prioritaire pour une SCPI telle que Fiducial Gérance. Par ailleurs, on constate que cette typologie présente un couple rendement-risque qui est attractif. Quand je dis qu'il est attractif, c'est-à-dire qu'il permet d'avoir un rendement relativement élevé avec un risque mesuré. En l'occurrence, le marché locatif en périphérie permet en fait d'attirer des enseignes telles qu'Action, Lidl, mais bien d'autres, mais qui en général ont un positionnement prix qui est extrêmement pertinent en ce moment et que je peux qualifier de para-inflation, pour des raisons que vous comprenez compte tenu du marché et puis de l'inflation qu'on a connue ces derniers mois. Pour le centre-ville, on est environ à un tiers des volumes en 2024. Il y a plusieurs typologies de commerce de centre-ville. On a évidemment les artères luxe, où on a vu de grandes maisons, notamment, devenir des acteurs et acheter leurs propres murs ces derniers mois. Ce que je qualifie de mass market, ça va être des grandes artères commerciales où vous allez trouver des belles enseignes telles que H&M, et la proximité qui peut en fait tout à fait être sur une belle artère telle que je le présentais, mais également sur des rues perpendiculaires qui vont être non moins attractives puisque en fait elles vont avoir un flux de chalands régulier, une clientèle qui va être parfois touristique, parfois d'habitants du quartier et même une clientèle tertiaire qui travaille dans le quartier. Les centres commerciaux, on va passer assez rapidement parce que je qualifie cet actif de spécialiste. On a bien souvent un très grand nombre de locataires. Ça demande en fait une équipe dédiée, spécialisée en fait dans la gestion de ces équipements, être très proche des équipements et même parfois avoir du personnel à demeure. Et c'est le lot, je dirais, des foncières spécialisées, parfois cotées au CAC 40. Alors, pour un petit peu se projeter sur 2025, donc on a vu effectivement un marché se stabiliser en 2024 en termes de volume investi. Ce que j'imagine, compte tenu d'une dynamique en fait en fin d'année dernière, en 2024, qui était très bonne, on imagine que cette dynamique va se poursuivre en 2025 avec un volume investi qui va être en hausse, soutenu principalement par des bonnes annonces récentes. Alors, premièrement, en fait, donc la BCE qui a envisager une première baisse de 25 points de base de ces taux donc pour l'Europe. Et 25 points de base, c'est 0,25. Oui, pardon, exactement. Voilà. Et qui a annoncé en fait des baisses successives au cours de l'année pour atteindre 1,75 en fin d'année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 2,75, on a encore 100 points de base, donc 1 point de pourcentage,
à venir en baisse jusqu'à la fin de l'année, ce qui est un élément positif vis-à-vis de l'immobilier qui procure un rendement et donc un écart entre, je dirais, un taux qu'on peut qualifier de sans risque avec un immeuble qui va vous procurer un rendement de 5-6%. Et donc, plus l'écart entre les deux est élevé, évidemment, plus c'est Voilà. intéressant financièrement. Pour expliquer, en fin de compte, Julien, c'est que ces dernières années, effectivement, il y avait pas d'écart, voire même le placement sans risque a amené des rentabilités qui étaient équivalentes ou supérieures à l'immobilier. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un vrai écart qui s'est créé entre le rendement immobilier et le rendement des placements sans risque, qui va donner à nouveau un vrai intérêt à venir investir sur le marché de l'immobilier. Tout à fait. Je voudrais compléter ce que vient de dire Julien concernant la typologie de commerce. Effectivement, les centres commerciaux, c'est pour des foncières spécialisées. Ça n'est pas pour les CPI, en tout cas pas les nôtres. Nous, on vise vraiment soit du commerce de périphérie, soit du centre-ville. Et dans le centre-ville, on est plutôt sur la proximité et sur le mass market, mais on n'est pas sur le luxe, parce que c'est des loyers métriques qui sont très élevés, et ça donne des valeurs métriques très élevées également. Et Donc, des c'est rentabilités un très petit basses aussi. attractif voilà, que nous laissons de côté. Et puis, il y a la question de la taille unitaire aussi. Tout à fait. Je pense qu'on peut peut-être se projeter sur la slide suivante. Alors, on a voulu être un petit peu pédagogue, parce qu'on ne connaît pas le degré évidemment de connaissance de cette typologie pour vous toutes et vous tous. Et donc, on voulait vous donner un peu quatre éléments d'analyse que les équipes de François regardent de près, et très bien, je trouve, euh, pour vous expliquer quel concept on va regarder en priorité avant de sélectionner un actif. Alors, en commerce, il y a peut-être un adage que vous connaissez déjà. On dit comment sélectionner un immeuble de commerce, mais l'emplacement, l'emplacement et enfin l'emplacement. Donc c'est vrai que c'est le principe même en fait de l'attractivité d'un emplacement commercial, c'est de se dire on a un flux de chalands, comme je vous le disais tout à l'heure, régulier à un endroit donné, et donc on est à peu près sûr que le commerçant qui est dans la boutique va continuer à avoir de la clientèle passée. À droite, vous avez quelques noms un petit peu sauvages que je vais essayer de vous détailler rapidement. Alors, Merci, Julien. VLM, c'est valeur locative de marché. C'est ce qu'on peut qualifier un loyer de marché à un emplacement donné qu'on va comparer au loyer en place pour un immeuble qu'on est en train d'analyser. Et évidemment, on va essayer de se rassurer pour se dire on est soit très proche de cette valeur locative, soit on est même en dessous. Et donc, on est confortable, je dirais. Après, on parle de DAB et de fonds de commerce, FDC. Alors, le fonds de commerce, c'est un point sur lequel je voulais insister très rapidement, dans le sens où, pour un immeuble de commerce, il ne faut pas oublier que vis-à-vis d'autres typologies comme le bureau, la spécificité même du commerce, c'est le fonds de commerce. C'est-à-dire que vous avez dans une SCPI les murs qui sont détenus donc, par vous, en l'occurrence, et le commerçant qui, lui, détient quelque chose qui s'appelle le fonds de commerce. Donc, c'est sa clientèle, son chiffre d'affaires, les meubles, je dirais la manière dont il a décoré ses murs. Et ça, en fait, c'est un facteur à la fois d'attractivité et évidemment de confort pour le bailleur, dans le sens où le commerçant va faire en sorte de mieux valoriser à l'avenir son commerce, de faire fructifier son fonds pour peut-être un jour le vendre à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est un facteur qui fait rester en fait le locataire en place, puisque ça a une valeur. C'est la vraie différence sur cette classe d'actifs, c'est l'attachement en fin de compte du locataire à l'immeuble dans lequel il est, parce que il a une valorisation commerciale de son activité et son emplacement versus d'autres loueurs sur d'autres classes d'actifs, que ce soit sur de la logistique ou sur du bureau, où effectivement, il n'y a pas ce lien économique qui fait partie aussi du business model du locataire commerçant. Tout à fait. Alors, le taux d'effort, très rapidement, peut-être pour être très clair, on va dire que ça se rapproche de ce que votre banquier vous dit quand vous souhaitez emprunter et que vous n'allez pas devoir dépasser un certain pourcentage entre vos revenus et le montant que vous allez devoir rembourser. Donc, en l'occurrence, le taux d'effort, c'est le loyer et tout ce que le locataire doit payer divisé par son chiffre d'affaires. Évidemment, ce taux d'effort, en général, doit être le plus bas possible pour le locataire. La zone de chalandise, c'est une courbe en fait où on va
zoner un emplacement et on va regarder tout autour par des outils cartographiques d'où provient en fait la clientèle. Donc plus la zone est importante en général, plus évidemment c'est rassurant, malgré le fait que parfois évidemment il y a des zones qui sont très denses où il y a aussi beaucoup d'autres commerçants autour. Et enfin le bail commercial. Bail commercial, c'est une autre spécificité donc du commerce. C'est un bail qui prévoit en fait différentes clauses et conditions qui protègent d'un côté le bailleur et qui protègent aussi évidemment le locataire et qui sont en fait des éléments extrêmement spécifiques et des facteurs clés liés à l'immobilier de commerce. Je ne sais pas si François, tu voulais peut-être rebondir sur le bail commercial, la manière dont vous regardiez un petit peu ces sujets. Oui, tout à fait. Merci Julien. C'est le nerf de la guerre, le bail commercial, à tous les niveaux, et spécialement dans sa forme juridique. En fait, quand on reçoit un dossier d'investissement, j'en parlerai tout à l'heure, on analyse le bail, et ce bail, il est bien souvent rédigé d'une façon qui n'est pas institutionnelle et qui ne nous convient pas pleinement. Et donc, un premier travail qu'on a à faire, c'est de le rendre compatible avec nos critères et par exemple, qu'il soit compatible avec la loi Pinel, qui respecte la loi Pinel. Et il y a un sujet typique, c'est la prise en compte des charges, c'est la répartition des charges entre le bailleur et le preneur. Et s'il y a une incertitude là-dessus, s'il y a une rédaction qui est trop floue, il y a un risque de contestation par le locataire du remboursement des charges. Et on a vécu le cas avec Julien il y a peu de temps, où on a spécifié qu'on souhaitait un avenant à ce bail pour prendre en compte la loi Pinel. On a donc fait figurer ça dans notre lettre d'offre et il s'est avéré que justement sur ce dossier, le locataire a envoyé au bailleur, au vendeur, une demande de renégociation à ce titre. Donc, on est Alors, allé jusqu'à l'avenant. François, justement, est-ce que tu peux maintenant, bah, puisque l'objectif c'était quand même de voir quel était le process de sélection d'un actif, est-ce que avec Julien aussi, puisqu'il participe aussi à la sélection des actifs, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le process de sélection d'un actif immobilier? Tout à fait. Merci à tous les deux. Alors effectivement, on va passer en revue le process d'acquisition pour nos SCPI, comment on source les actifs, comment on les sélectionne. Mais avant ça, je voudrais vous indiquer quels sont les critères qu'on étudie quand on analyse un immeuble. Le premier critère, ça va être l'adéquation de l'immeuble avec la stratégie de la SCPI auquel il est destiné. Ensuite, ça va être la localisation. On a parlé d'emplacement tout à l'heure, c'est effectivement le premier critère. La desserte, l'environnement commercial. On peut aller jusqu'à une étude de marché plus fine pour étudier la vacance commerciale, la fréquentation, pour déterminer la force d'attractivité de la zone de chalandise. Donc tout ça, c'est la partie localisation. Ensuite, il y a la qualité du bâti, qui est très important, puisqu'on achète pour des durées longues. Donc c'est l'âge de l'immeuble, c'est sa facture, la façon dont il est construit, c'est sa configuration. Et en commerce, c'est très important, puisque une configuration simple, c'est une meilleure facilité de relocation. Une configuration alambiquée, c'est plus dur. Donc, ça nous amène à faire un calcul de pondération de la surface pour calculer un loyer, un véritable loyer pondéré. Et puis après, c'est des aspects de réponse aux critères ISR, d'investissement socialement responsable, les critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. On regarde également quand on analyse le bâti. Ensuite, il y a la situation locative, alors, qui est très importante. On a parlé de la qualité du bail, c'est la durée d'engagement du locataire, c'est la façon dont il est rédigé, d'où la nécessité parfois de prévoir une condition de signature d'un avenant. Et je dirais que statistiquement, aujourd'hui, il y a plus de la moitié des dossiers pour lesquels on a besoin de passer par un avenant préalablement à l'acquisition. C'est la comparaison du loyer courant avec la VLM. Donc oui, il faut qu'on soit au niveau de la VLM, si possible en dessous. VLM, tu peux rappeler ce que Donc c'est la signifie? valeur locative de marché. Merci. Donc cette valeur locative de marché, c'est la valeur à laquelle on pourra relouer cet actif en cas de départ du locataire. Et donc si on a un loyer courant qui, du fait des indexations, est devenu supérieur à la VLM, eh bien ça représente un risque dont il faut se prémunir. Donc l'analyse, elle est particulièrement importante sur cet aspect. Et puis, il y a l'analyse financière du locataire, puisque là aussi, c'est non seulement des engagements juridiques,
mais c'est aussi d'une capacité financière à payer le loyer. Et cette analyse, elle est faite à partir de scoring et en cas de doute, par une analyse des bilans du locataire quand ils sont disponibles pour déterminer si le locataire est solide. Voilà. Et on s'interdit d'acheter des actifs pour lesquels la cotation n'est pas bonne, pas suffisamment bonne. Voilà. De tout Voilà, ça, tous ces critères ont un seul objectif, c'est réellement d'aller sélectionner des actifs voilà. qui ont une valeur et qui sont en capacité de prendre de la valeur pour générer du capital complémentaire dans la durée et surtout être en capacité de délivrer des loyers de manière constante, voire en progression pendant toute la durée de détention de l'actif. C'est Je ça. me permets, messieurs, en fait, dans l'échange qu'on peut avoir quand nous, en fait, on présente une opportunité aux équipes de François, on va devoir, en fait, souvent répondre à des questions qui viennent effectivement sur le locataire, sur sa nature, sur sa capacité à payer les loyers à long terme, et puis ses performances. Donc, on est systématiquement challengé aujourd'hui par tes équipes sur des ratios de solvabilité et puis des informations qu'on va réussir à aller collecter pour se projeter à l'avenir sur le business de ce locataire. Et pour la partie loyer, on va devoir venir vous conforter en fait sur ce qu'on appelait effectivement les valeurs locatives de marché pour vous donner en fait des éléments comparables soit dans la rue, soit dans la ville pour faire dire qu'en fait en réalité ce loyer est tout à fait dans le marché et cohérent à long terme. Oui, c'est ça. Les comparables sont essentiels. Je vais passer au processus d'acquisition. Donc, comment Oui, ça se très bien. passe? Le sourcing, eh bien, il y a l'image de marque de Fiducial qui fait qu'on reçoit naturellement beaucoup de dossiers. Il y a l'expérience de l'équipe. Je dirige une équipe de 6 personnes. On reçoit par nos connexions avec les acteurs du marché beaucoup d'opportunités. On en reçoit plus de 1000 par an. On présélectionne ces actifs. On fait un premier tri avec mon équipe toutes les semaines et on en extrait seulement un petit nombre qu'on estime digne d'être présenté en comité. Donc, on prépare cette présentation en comité par une visite de l'actif, par l'établissement d'un BP, un business plan, qui résume finalement tous les paramètres de l'opération. On présente ensuite l'actif en comité. Ce comité d'investissement, il réunit les différents services de l'entreprise, notre directeur général et notre président, qui est très impliqué. Et on cherche à obtenir donc une validation qui intervient après la fourniture, la plupart du temps, d'informations complémentaires qui nous sont demandées et qu'on va les demander à Julien ou à ses confrères. Et ça va nous permettre ensuite d'émettre une lettre d'offre indicative avec des conditions. Alors, une des forces que nous avons, c'est que nous n'avons jamais de conditions suspensives de financement, par définition. Nous sommes un institutionnel, nous gérons des SCPI, il n'y a pas de conditions de financement, mais on en met d'autres. On met des conditions assez strictes pour être parfaitement rassuré sur l'acquisition en question. Et typiquement, une condition que moi j'aime bien et qu'on essaye de faire passer à chaque fois, c'est le maintien de la situation locative. Parce que entre l'émission de l'offre et l'acquisition de l'immeuble, il va s'écouler quelques mois. Et donc, il peut se passer des choses dans la vie du locataire. S'il se passe quelque chose, si le locataire donne un congé, demande à renégocier son loyer, connaît une défaillance, eh bien, c'est une possibilité de sortie pour nous. Donc, on est protégé contre ça. Si notre lettre d'offre indicative est acceptée par le vendeur, eh bien, va s'ouvrir une période de due diligence, encore un jargon. C'est un audit approfondi de l'immeuble sous tous ses aspects, audit technique quand c'est nécessaire, audit juridique, bien entendu, euh, audit administratif. La destination et l'usage, spécialement dans les immeubles parisiens, c'est quelque chose qu'on regarde, parce qu'il n'est pas rare que dans un immeuble haussmannien et une boutique en pied d'immeuble, il y ait des petits bouts de la surface qui ne soient pas à usage de commerce. Donc, on veille à ça de façon très précise. Cette due diligence, elle est pratiquée avec l'aide, évidemment, d'une étude de notaire. On travaille avec 3 ou 4 études qui nous connaissent bien, qui connaissent nos contraintes et nos marottes, et qui nous aident à négocier donc une promesse de vente qui sera établie sous les conditions suspensives d'usage et les conditions suspensives particulières qu'on aura souhaité euh, fixer. Ensuite, c'est une durée normale de 2 à 3 mois qui permet notamment de purger le droit de préemption urbain
et à partir de quoi on peut signer l'acte authentique. Et une fois que c'est fait, eh bien, on peut transmettre le dossier à nos collègues de la gestion immobilière et diffuser l'information à nos associés dont vous faites partie. Voilà un petit peu le processus. Donc c'est ça. Donc en fin de compte, quand on va sélectionner un actif, et en termes de nombre, voilà, aujourd'hui on a beaucoup de dossiers qui nous sont présentés, mais la sélection de l'actif immobilier, il se fait par rapport à l'immeuble en lui-même, mais aussi par rapport à l'occupant, puisqu'effectivement, nous, aujourd'hui, on ne se positionne que sur des actifs qui sont occupés. Tout à fait. Voilà. On s'interdit d'acheter des actifs vacants. Très bien. Alors, je vais peut-être vous donner quelques exemples de transactions. D'abord à l'investissement et puis des arbitrages. Je partage. Voilà. Alors, en voici deux qui ont de belles adresses. Le premier qui est à Bordeaux, on est allé de Tourny, on est donc dans le triangle d'or bordelais. On est près de la place des Grands Hommes, donc un excellent emplacement. Et là, nous avons acheté un centre d'ophtalmologie pour un actif, enfin pour un investissement de 2,5 millions actes en main. Et ça, c'est une acquisition 2023 avec un taux de rendement qui était à l'époque de 5% net initial. À droite, le 170 boulevard Haussmann, c'est une très jolie boutique, beaucoup plus importante en taille, qui est louée à la CFOC, qui est la compagnie française de l'Orient et de la Chine, qui est un utilisateur qui existe depuis plusieurs décennies. On a une adresse qui est absolument magnifique et une très belle surface avec du sous-sol, mais parfaitement accessible à la clientèle. C'est la définition du pied d'immeuble en cœur de ville sur des actifs premium, parce qu'on voit des immeubles haussmanniens pour l'un ou quasi pour l'autre, mais voilà, de très, Oui, très, très c'est beaux ça, actifs c'est ça. placés en vrai cœur de ville. Là, c'est de la belle pierre dans les deux cas, hein, pour deux SCPI différentes. Ensuite, Philippe, on en a deux autres. Oui. Alors ça, c'est tout récent. On a la rue Amelot, qui est une agence du groupe Vive. Le groupe Vive, c'est le nouveau nom de la MGEN et d'Harmonie Mutuelle. Ils sont en face d'un EHPAD dont ils sont propriétaires. Et là, ils se sont engagés sur un bail de 9 ans ferme pour recevoir la clientèle et la patientèle et les familles en fait, des résidents de l'EHPAD en face. Et tout à droite, c'est un immeuble neuf dans un parc d'activités commerciales à Saint-Quentin dans l'Aisne, Zen Shopping. Il s'agit en fait d'une salle de sport qui est louée à Fitness Park, avec là aussi un bail long. Donc, petite acquisition, mais toute fraîche, dont on est assez content, 1,8 million. Voilà, Donc, ça voilà montre des exemples. la diversité aussi des types d'actifs sur lesquels on peut se positionner, du cœur de ville avec des immeubles très prestigieux, mais aussi parce qu'on est dans une zone de chalandise qui est pertinente, sur des choses qui sont peut-être un peu plus en périphérie, un peu plus modernes, mais qui ont un vrai sens, Voilà. un vrai intérêt en termes locatifs, toujours dans un intérêt de pouvoir délivrer du loyer et donc des dividendes à nos associés. Voilà. Juste pour fixer les choses sur les loyers, le dernier Saint-Quentin, on parle d'un loyer métrique qui fait 100 euros. Et boulevard Haussmann, vous êtes à plus de 1 000 euros. Donc voilà les différences de loyer qu'il faut qu'on analyse Le mètre carré. on parle de loyer métrique, oui, loyer au mètre carré. Et puis je vais vous donner deux exemples d'arbitrage, alors qui sont des arbitrages un petit peu particuliers et assez Alors, complexes. arbitrage, on reprend la signification. En fin Ce de sont compte, des c'est la ventes. cession d'un immeuble par une SCPI. Donc le 15 rue Boissière, c'est une ancienne maison de retraite que nous avons vendue vacante et que nous avons vendue en fait à l'issue d'une consultation qui a été organisée avec un broker, que nous avons vendue à quelqu'un qui avait un intérêt de convenance, qui avait tout simplement un actif à proximité immédiate et qui a eu l'opportunité d'étendre son projet, qui était un projet d'école. Donc, il nous a acheté cet actif avec un prix qui était au-dessus de nos attentes, prix qu'il a fallu maintenir sur la durée. Et ça n'a pas été facile parce que c'est un sujet pour lequel l'acquéreur a eu quelques difficultés de financement et pour lequel on a choisi de remettre au goût du jour un montage assez ancien qui est le crédit vendeur. On a donc fait un crédit vendeur pour environ 50% du prix
qui a été rémunéré, bien entendu, et qui a été garanti, qu'on avait formellement garanti, et qui, à l'issue de l'aboutissement de cette transaction et du paiement du solde du prix, nous a permis d'avoir un rendement pendant toute la durée de la transaction de 6,25. Pour un immeuble parisien dans le 16e arrondissement, je trouve que c'était pas mal. Très bien. Et dernièrement, c'est le portefeuille Frozen. Alors là, on parle de toute autre chose, d'entrepôt logistique en froid négatif, avec deux grands actifs, l'un à Aix-en-Provence et l'autre à Toulouse, qu'on a choisi de vendre, hein, qui appartenaient à Ficomerce. Et ils étaient historiquement dans ce patrimoine-là. Mais Ficomerce est dédié plutôt au commerce de proximité. Donc, c'était une façon aussi de ne plus avoir d'actifs trop importants dans ce patrimoine. Et pourquoi nous avons vendu? C'est qu'on a, sur le dossier de Toulouse, créé de la valeur en construisant pour le compte de notre locataire une extension, ce qui a permis de négocier un nouveau bail ferme de 12 ans, dont 9 ans ferme, sur la totalité du bâtiment. Et donc, on a créé cette valeur-là et on a constaté que le locataire, qui était locataire aussi sur l'opération d'Aix-en-Provence, lui n'avait pas de bail ferme et on s'est dit que ces deux actifs marcheraient bien ensemble. On les a donc vendus ensemble à un fonds d'investissement canadien et on en a tiré un bon prix à un moment où le marché de la logistique se tenait encore très bien et ça s'est bien terminé. Voilà, opération où on a, avec notre petite équipe, on a quand même résisté à un acquéreur anglo-saxon avec une armée d'avocats et une armée de notaires. Voilà, quand on est motivé, on arrive à réaliser de très jolies choses. Julien, sur cette partie, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant de passer aux questions-réponses? Très rapidement, nous, en fait, avec Fiducial, on est en interaction à la fois sur donc des propositions d'acquisition, donc des nouveaux dossiers à acquérir par vos SCPI. Et on est également de l'autre côté sur les arbitrages, où en fait, on va être consulté, effectivement, comme le disait François, pour avoir un avis, en fait, parfois sur la nécessité et l'opportunité de céder un actif. Nous, on va amener un discours en disant, selon nous, c'est le bon moment pour arbitrer cet actif parce qu'il est mature, parce que vous avez fait le travail. En l'occurrence, vous avez fait une extension, vous avez renégocié le bail avec de bonnes conditions. Donc, il y a un moment clé parfois pour sortir des actifs et pour en tirer, en l'occurrence, des plus-values qui sont bénéfiques pour votre SCPI, qui permettent aussi d'être réinvestis sur d'autres classes d'actifs parfois. Très bien, merci. Alors, on va commencer à répondre à certaines de vos questions. On n'aura peut-être pas le temps, dans le temps imparti, de répondre à tout, mais vous inquiétez pas. Je ne veux pas générer de la frustration. Et avec Anne-Marie, que vous avez vu tout à l'heure, on reprendra, que ce soit sur le chat ou les questions-réponses, on reprendra les interrogations et on répondra à chacun de manière à vraiment être complet par rapport à tout ça. Une des premières questions, alors c'est d'actualité parce que nous avons sorti nos bulletins trimestriels d'information, les BTI. C'était quel est le taux de défaut des locataires. Alors, c'est des données qui sont très importantes chez nous, dans la mesure où on communique habituellement et tous les acteurs de la place communiquent sur des taux d'occupation financiers. Nous, on ajoute à ça le taux d'encaissement. Donc, c'est combien on a quittancé de loyer et combien on en a perçu. Et aujourd'hui, alors en fonction des SCPI, il y a quelques différences, mais on est au-dessus des 95%, que ce soit et pour les TOF et pour les taux d'encaissement. Ça veut dire que quand on quittance 100, on encaisse 95%. Donc, et c'est la force de la SCPI, hein, c'est de pouvoir diluer ces perceptions de loyer à travers de multiples locataires. Hein. Aujourd'hui, Fiducial Gérance, c'est plus de 700 immeubles, plus de 1200 locataires. Donc, vous voyez, s'il y en a un ou deux qui ne répondent pas présents, mais c'est la force de Fiducial Gérance d'avoir une équipe de gestion qui est au quotidien en proximité de ses locataires et qui permet justement de pouvoir annoncer des taux d'encaissement qui sont supérieurs à 95%.
La deuxième question était comment affectez-vous un actif immobilier en fonction des SCPI? Parce qu'effectivement, la spécificité de Fiducial Gérance, c'est d'avoir plusieurs SCPI en gestion. Et quand on a un actif qui arrive, bah, comment on choisit de l'affecter à tel ou tel SCPI? Alors, je vais répondre à cette question. On a une grille d'affectation avec une demi-douzaine de critères. Le premier d'entre eux, c'est la stratégie d'investissement. Donc, euh, c'est des CPI qui ont chacune leur ADN. Il y en a une qui fait de la belle pierre parisienne, qui est spécialisée en bureau. Il y en a une qui fait du commerce, je dirais de façon extensive, qui est FI-commerce. On a une diversifiée qui est bureau-boutique. Enfin, chacune a une spécialité. Et quand il s'avère qu'on reçoit un dossier de commerce qui peut aller dans plusieurs poches différentes, eh bien, nous appliquons cette grille d'affectation avec donc 6 critères. La stratégie en numéro 1, le rendement. Est-ce que le rendement est conforme ou pas à la politique de distribution de cette SCPI? Et il y a d'autres critères qui tournent autour de la trésorerie, de la taille d'acquisition par rapport à la capitalisation, etc. Voilà, donc c'est une sélection quand même qui est très normée Oui. chez nous. Et voilà, c'est pas en Et qui est fonction du tranché par un plaisir, comité. Qui est ou tran- du besoin, mais c'est vraiment Ouais, quelque chose qui est calibré et organisé et qui rentre dans le process de sélection que tu évoquais tout à l'heure, avec des comités hebdomadaires c'est ça. qui Donc décident le de tout. comité se prononce aussi sur l'affectation. C'est une décision de direction. On a eu une question aussi, alors Julien, peut-être que vous pourrez y répondre, c'est le commerce est très sensible au cycle économique, notamment par rapport au Covid ou par rapport à, à d'autres aux manifestations ou grèves. Pourquoi se positionner et pourquoi en acheter autant? C'était la question, mais pourquoi se positionner aujourd'hui sur le commerce? Disons que il y a différentes typologies d'actifs, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, on avait parlé effectivement du bureau, de la logistique, du commerce, de l'hôtellerie. Chacune, en fait, réagit d'une manière qui lui est propre, en fait, au cycle économique et aux crises. En l'occurrence, si on parle du Covid, je dirais que personne aurait pu prévoir les impacts et puis même n'aurait pu prévoir, en fait, cette crise qui nous a touchés. Les impacts, ils ont été assez denses en 2020 notamment. Mais finalement, on s'est rendu compte que les commerçants, en fait, qui étaient avant solvables, solides, se sont pérennisés, ont pu profiter quand même de certains mécanismes comme les PGE, et ont réussi, en fait, je dirais, à digérer la crise. Et par ailleurs, certaines typologies, type alimentaire, bricolage, jardinage, etc., ce qu'on pouvait qualifier à l'époque d'activités essentielles, se sont extrêmement bien comportées et sont aujourd'hui toujours recherchées des investisseurs. Et elles ont profité en fait de la possibilité pour les clients justement de continuer d'être visités et de continuer de pouvoir être ouvertes à un moment. Donc je dirais en fait la typologie commerce, elle n'est pas différente des autres. Le bureau en l'occurrence lui subit d'autres impacts aujourd'hui qui sont liés notamment au type de demande des différents preneurs à bail aujourd'hui par rapport aux immeubles qui sont proposés. Ce que je peux dire, c'est que le commerce, encore une fois, le commerçant, lui, se bat au jour le jour pour la réussite en fait de son commerce. Et c'est un facteur en fait qui soutient justement la pérennité de ses commerçants et de ses locataires, parce qu'on a quelqu'un en fait qui a un autre intérêt financier dans l'affaire et qui a une valeur sous-jacente dans les murs, qui fait en sorte qu'il n'a pas envie évidemment de la voir s'effondrer. Bon, très bien. Oui, c'est effectivement ça. Et encore une fois, hein, c'est la force d'une société de gestion comme Fiducial Gérance d'avoir une équipe de gestion importante et qui gère en proximité les actifs auprès des locataires. Et effectivement, cette présence permanente auprès des locataires permet d'avoir une gestion long terme et équilibrée avec eux et qui permet les métriques qu'on a pu donner tout à l'heure. François, peut-être que ça va être pour toi. Qu'est-ce qui vous distingue des autres acteurs du marché alors, on va être sur la sélection des actifs, hein, mais qu'est-ce qui nous distingue des autres acteurs du marché? Tu as parlé de proximité, je crois que c'est l'un des premiers critères. C'est une proximité avec nos locataires, c'est des actifs de centre-ville, on peut aller facilement voir. Ça, c'est quelque chose où on insiste beaucoup. Je dirais aussi la granularité. On est constamment en recherche d'une répartition du risque
entre locataires, entre types d'activités des locataires, répartition géographique, euh, répartition en termes de typologie euh, périphérique ou centre-ville. Donc ça, c'est une division du risque. On a parlé tout à l'heure de 700 actifs. On gère à peu près 2 milliards d'actifs. Il y a 1 milliard de commerce. Donc ça vous donne un peu la taille moyenne de ce qu'on a. Donc on n'a pas de très gros actifs et spécialement, nous n'avons pas de grands actifs de bureaux, de périphérie, d'Île-de-France, qui sont une part du marché qui souffre énormément en ce moment. Donc on est quand même à l'abri de tout ça. Voilà, Oui, c'est très, moi je rajouterais quand même une vision long terme chez Et Fiducial alors, la vision long Gérance. terme, parce que Voilà. cette vision-là, elle est démontrée par la durée de conservation de nos immeubles. Les immeubles, on est capable de les conserver plusieurs décennies. Oui, et cette vision long terme, elle se caractérise aussi sur le choix des actifs, parce que aller acheter aujourd'hui un actif qui est capable de distribuer du 8 ou du 9, je pense que c'est pas forcément, et Julien pourrait dire, c'est pas très compliqué à les trouver. Toute la difficulté, c'est de maintenir ce niveau de distribution dans le temps. Et nous, la stratégie, c'est peut-être ne pas aller sur ces sujets-là, mais aller sélectionner des actifs qui vont permettre de stabiliser une distribution en progression tout au long de l'année, mais toujours dans cette vision long terme de 8 ou 10 ans. Mais c'est ça, parce que pourquoi ces actifs-là sont à 8 ou à 9%? C'est qu'ils représentent un risque. Donc le taux, il reflète le risque. Quand on a un taux qui se rapproche de 10, c'est que c'est des actifs d'une qualité qui est pas suffisante pour nous. Nous, on préfère avoir des actifs avec des rendements plus contraints, mais qui reflètent une capacité de l'immeuble à se valoriser dans le temps. Savoir que en fait dans l'analyse en fait des actifs immobiliers, ce qu'on évoquait tout à l'heure, le couple rendement-risque, en fait c'est une courbe proportionnelle, c'est-à-dire que plus le rendement augmente, plus le risque augmente. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à trouver un équilibre, peut-être un rendement légèrement plus bas, mais avec un risque beaucoup plus allégé en fait pour les SCPI, évidemment compte tenu de la typologie d'investisseurs que vous êtes. C'est ça. Une question, pourquoi arbitrer un actif? Puisqu'on a vu que dans la vie, la SCPI, c'est acheter. C'est peut-être contre-intuitif de se dire qu'on va vendre aussi des actifs. Donc, pourquoi le faisons-nous et quel est l'intérêt pour les investisseurs associés des SCPI? Pourquoi on le fait? C'est simple, hein, c'est le cycle de vie d'un immeuble. Donc, un immeuble haussmannien, ça peut se conserver 50 ans. Un immeuble de périphérie, ça peut se conserver peut-être 20 ans. Donc, il arrive un moment où il est souhaitable de l'arbitrer. Donc, on considère qu'un immeuble est arrivé à maturité. Pour plein de raisons, on peut décider de l'arbitrer. Alors, on ne le fait pas de façon précipitée, hein. On a un plan d'arbitrage qu'on renouvelle chaque année. Donc, il C'est ça qui est comprend important. C'est qu'en fin de plusieurs compte, dizaines d'actifs. on définit un plan d'arbitrage, Voilà. Alors, SCPI par SCPI, qui va déterminer quels sont les actifs qui sont dans ce cadre-là. voilà, il est fait SCPI par SCPI, donc les critères de sélection de ces actifs pour un arbitrage, c'est vraiment des critères qui sont propres à chaque actif, hein. C'est en fonction de l'actif que nous décidons de le mettre en vente ou pas, ou d'étudier sa mise en vente. Et puis on peut aussi être opportuniste dans le bon sens du terme, parce que on peut, à un moment donné, comme on l'a vu pour Toulouse, se dire on a créé cette valeur, aujourd'hui la valeur est maximum, et on ne veut pas consommer de durée ferme, et on préfère atteindre un prix de sortie meilleur. On peut être opportuniste aussi dans une autre circonstance, c'est que quand on est sollicité par un voisin, un copropriétaire, un de nos locataires, on étudie cette possibilité-là en se disant, après tout, on peut peut-être faire une plus-value sur cet actif plutôt que de voir partir le locataire s'il veut vraiment devenir propriétaire de ces murs. Très bien. Alors, une dernière question pour être dans le timing que nous étions fixés. Donnez-moi les 3 critères principaux de votre sélection. Alors, moi qui suis un amoureux de l'immobilier, je dirais de manière facile l'emplacement, 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 mais tu vas en trouver 2 autres. Oui, bah écoute, ça a déjà été dit, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Mais moi, je dirais la qualité du bâti, parce que c'est avec ça qu'on dure. Et je dirais pas forcément le choix du locataire, parce que si l'immeuble est qualitatif et qu'il est bien situé, normalement, on peut le louer à n'importe quel locataire. Donc, je dirais plutôt
le niveau du loyer. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse retrouver ce niveau de loyer de manière constante dans le temps. Parce que j'ai vu dans les quelques remarques de chat, effectivement, que parfois la question était de se dire est-ce qu'il faut mieux garder notre locataire et baisser le loyer pour être sûr de continuer à avoir un bail en main. En fait, c'est vrai que ça demande une compétence en fait d'analyse et de l'information pour être capable de dire aujourd'hui, en fait, certes, j'ai un locataire, je vais renégocier potentiellement son bail à la fin. Mais je me rends compte qu'en fait, le loyer de marché est beaucoup plus élevé que le loyer en place. Et donc, les équipes de gestion de la SCPI vont arguer en fait vis-à-vis du locataire et peut-être s'accompagner d'un avocat pour pouvoir au contraire remonter ce loyer et arriver dans une position de négociation un petit peu plus dure, mais pour favoriser une évolution du loyer à terme. Et parfois, comme le dit François, on a un locataire en place qui peut être très bien, mais on pourra en avoir un autre qui, avec une autre activité, capterait plus de clientèle, serait plus au goût du jour et donc paierait un loyer supérieur. Donc ça demande en fait une analyse très fine, actif par actif et adresse par adresse, je dirais. Bon, très bien. Nous arrivons à la fin de ce premier webinaire. Je vous remercie beaucoup, messieurs François et Julien. Je remercie tous les gens qui sont connectés et qui nous ont écoutés. J'espère que à travers nos discussions, nos présentations, la réponse à nos questions, on aura pu donner une vision un peu différente de ce qui est habituellement la SCPI, où on donne des chiffres sans forcément comprendre ce qu'il y a derrière. Chez Fiducial Gérance, on essaie justement de casser un peu cette présentation simplement métrique et de donner du sens à tous les métiers qui sont exercés au sein d'une SCPI. Voilà, donc le prochain épisode sera le 13 mars, dont le titre sera Qui sont nos locataires? Quelles sont leurs attentes? Voilà, donc on est sur une autre thématique qui est plutôt gestion. Comme le disait Anne-Marie, voilà, tout sera en replay à l'issue. Vous aurez un petit mail aussi qui vous donnera la possibilité de donner votre avis de manière à ce qu'on puisse s'ajuster si besoin pour la prochaine fois. Voilà, encore une fois, ce sont toutes les équipes de Fiducial Gérance qui sont mobilisées au quotidien pour faire en sorte que la confiance qui nous est donnée à travers des souscriptions qui sont faites, cette confiance, elle soit méritée et qu'elle soit productive aussi. Et au risque de me répéter, cette année, sur 2024, les distributions de l'ensemble de nos SCPI sont en hausse ou équivalentes, ce qui, dans un marché qui est parfois un peu compliqué, est une belle prouesse et une belle réussite de chacun. Donc, encore une fois, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on vous dit à la prochaine fois le 13 mars. Voilà. À très vite. Merci. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir à tous.